Perdue dans l'immensité de l'océan Pacifique, à des milliers de kilomètres de la première côte habitée, l'île de Pâques est la terre la plus isolée de notre planète. Il y a environ 1500 ans, un petit groupe de Polynésiens débarqua sur ces rivages inhospitaliers. Coupés du reste du monde sur ce minuscule rocher volcanique dépourvu d'eau potable, ils sont pourtant parvenus à développer une civilisation unique aux réalisations impressionnantes. En témoignent les moaïs, ces énigmatiques géants de pierre omniprésents sur l'île. Leur nombre, leur dimension ont enflammé l'imagination des voyageurs. Certains y ont vu les vestiges du continent perdu de l'Atlantide, d'autres, l'œuvre de puissances extraterrestres. Cerné par l'océan au cœur d'un environnement fragile, aux ressources limitées, cette étonnante civilisation de l'âge de pierre réussit à instaurer un équilibre délicat et pendant plus de 1000 ans, elle connut la paix et la prospérité. Mais soudain, vers le milieu du XVIIe siècle, il semble qu'un chaos d'une incroyable violence se soit déchaîné sur l'île. Les hommes s'entretuèrent, les géants de pierre furent brisés et renversés, la société tout entière s'effondra. Les raisons de ce cataclysme sont encore mystérieuses. Le 5 avril 1722, des explorateurs néerlandais mettent un terme à l'isolement de l'île. C'est le jour de Pâques. Elle portera donc ce nom. Les premiers contacts sont amicaux, mais dégénèrent rapidement. Un siècle et demi plus tard, le 12 décembre 1862, des marchands d'esclaves raflent la quasi-totalité des hommes valides pour les vendre aux mines de guano du Pérou. Parmi eux se trouvent tous les détenteurs de la culture ancestrale de ce peuple de tradition orale. La déportation sera fatale à 900 d'entre eux. Une quinzaine seulement reviendra dans l'île. Du monde extérieur, ils rapporteront un virus mortel, la variole. En 1877, la population de l'île de Pâques ne compte plus que 111 habitants. Un peuple décimé qui a perdu jusqu'à la mémoire de son mystérieux passé. Aujourd'hui, des scientifiques tentent de ranimer cette mémoire en reconstituant l'extraordinaire et dramatique histoire du peuple de l'île de Pâques. Aujourd'hui, la lointaine île de Pâques n'est plus tout à fait aussi isolée et l'exploration de l'île mystérieuse est entrée dans une nouvelle ère. L'archéologue italien Giuseppe Orefici est l'un des nombreux scientifiques tombés sous le charme de l'île de Pâques, aujourd'hui chilienne. Depuis 10 ans, il vient régulièrement ici en compagnie d'une équipe de spécialistes, anthropologues, botanistes, architectes et linguistes. L'homme qui les accueille se nomme Raphaël Rapo. Il fait partie d'une des familles les plus anciennes de l'île. Devenu l'ami de Giuseppe, il a organisé la logistique de toutes ses expéditions précédentes. L'île de Pâques, Rapa Nui pour les Polynésiens, est un véritable paradis archéologique. Ce triangle de 15 km de côté abrite environ 25 000 sites, dont 1/5 seulement a fait l'objet de fouilles approfondies. Pour Giuseppe, le choix du site est crucial. Ce sera Anakena, l'unique plage de l'île. Selon la légende, c'est là qu'auraient débarqué il y a 1500 ans les premiers colons polynésiens. L'objectif de l'expédition est de fouiller les ruines d'Anahu, un de ces grands temples à ciel ouvert qui était au cœur de la vie sociale des tribus de l'île. On a découvert 272 aous disséminés sur le pourtour de l'île. L'Aurunga est l'un des plus grands et des plus anciens. Il n'a encore jamais été exploré.
Méthodiquement, les archéologues prennent possession du terrain. Comme beaucoup de constructions anciennes, la Urunga est restée à l'abandon depuis des siècles. Il est constitué d'une gigantesque plateforme de pierre appuyée sur un mur de soutènement de 50 mètres de long, assez massif pour supporter le poids de plusieurs moaïs. Les vestiges du temple sont éparpillés sur un vaste périmètre. Une des pierres se distingue clairement de celle qui l'entoure. Elle est usée et friable et doit être manipulée avec précaution. La forme familière d'un moaï apparaît, ou plutôt du corps d'un moaï. Momento. ¿Puedes sujetar? Sí. No, la tierra. Ese más abajo. On distingue encore bien ses mains. Le ventre est large et plutôt rebondi. Giuseppe pense qu'il ne doit pas être très ancien. Le corps de la statue a été réutilisé comme remblai lors d'une phase ultérieure de la construction de la houe. Comme en témoignent les traces dans la pierre, ce moaï a été volontairement décapité. Pour les Polynésiens, c'est dans la tête que réside l'âme, le mana. Les Rapanui ont dû la conserver à proximité. Giuseppe décide donc d'explorer les environs immédiats. Des fragments de moaï jonchent les champs, mais ceux-là ont été irrémédiablement endommagés par l'érosion du vent et de la pluie. Deux éléments qui manifestent régulièrement leur puissance sur l'île de Pâques et qui, cette fois, viennent interrompre les recherches. Le lendemain, Clemente, l'archéologue pasquan de l'équipe, annonce à Giuseppe qu'il a parlé aux fermiers des alentours et qu'il a quelque chose à lui montrer. Une façon de remercier Giuseppe de l'intérêt qu'il porte à son peuple et à sa mystérieuse histoire. À 500 mètres du site, un gros bloc de pierre est couché dans l'herbe. Giuseppe reconnaît immédiatement la tête d'un moaï. Mais elle est bien trop lourde pour la retourner. Le véritable face-à-face devra attendre l'arrivée de l'équipe. Taillé dans du tuf volcanique, le moaï est friable et poreux, et le manipuler exige beaucoup de précautions. L'expérience de Raphaël va s'avérer précieuse. Lentement, délicatement, le bloc de pierre est extrait de sa gangue de terre. Giuseppe tire une première information de l'état de cette tête de moaï. Elle n'a pas été brisée lors du transport de la statue, mais est restée érigée sur la houe pendant une longue période. En l'observant, il constate en effet qu'elle est érodée sur ses deux faces. Si elle s'était brisée lors du transport, le visage enfoui dans la terre ne porterait aucune trace d'érosion. Une question est dans tous les esprits. Est-ce la tête du moaï découvert la veille sur la houe?
D'après les premières mesures effectuées par Giuseppe, il semble que cette tête puisse correspondre au corps découvert la veille. La modélisation informatique va permettre de trancher la question. Les deux parties s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Pourtant, la statue reste étrangement incomplète. Mais c'est aussi le cas de tous les autres moaïs de l'île. Durant des siècles, le vide de ces orbites creusées a intrigué et dérangé les scientifiques. Mais en 1978, alors qu'il restaurait la houe royale d'Anakéna, Sergio Rapu, un archéologue pasquan, fit une découverte capitale. Il avait collecté sur le site de gros éclats de pierre et de corail dont il ne parvenait pas à comprendre l'usage. Pourtant, quelques fragments de corail blanc semblaient s'emboîter. Par ce simple geste, il venait de résoudre l'énigme. Sergio Rapu avait ainsi rendu leur âme aux Moaï. Pour les Polynésiens, ce sont les yeux qui canalisent le mana, l'énergie de l'esprit. Grâce aux mesures effectuées, les archéologues ont pu rendre à l'Aurunga et à ses Moaï leur aspect originel. Le dos tourné vers le large, comme si le reste du monde n'existait pas, les géants veillaient sur le village, gardiens et protecteurs de ses habitants. Sous le regard bienveillant de ces idoles de pierre, le peuple Rapanui vivait en sécurité dans un monde paisible et harmonieux. Sur la côte nord de l'île, Lau Nau Nau présente une image familière. Détruit lors de la chute de la civilisation Rapanui, il fut entièrement reconstruit par des archéologues dans les années 1970. Sur les hauteurs d'Anakéna, à quelques centaines de mètres de ce somptueux monument, les fouilles qui progressent sur l'Aurunga, plus ancien, devraient permettre de remonter plus loin encore dans le passé de l'île. La couche supérieure de la plateforme est méthodiquement démontée, pierre par pierre. Les archéologues sont à l'affût du moindre indice qui pourrait les aider à comprendre l'ancienne société Rapanui et peut-être ainsi à expliquer son brutal anéantissement. Rien n'est laissé au hasard, car chaque pierre peut dissimuler une information cruciale. Soudain, l'une d'elles révèle une cavité insoupçonnée. Elle contient des restes humains, mais ils sont endommagés. Brian Harrison, l'anthropologue américain de l'équipe, descend examiner les ossements de plus près. Ils sont visiblement récents, moins d'un siècle probablement. Il confirme que même après leur destruction, les Aou ont continué d'être considérés comme des lieux sacrés et qu'ils ont été utilisés comme chambres funéraires. Il y a un enfant et un jeune adulte, mais les ossements sont très fragmentaires. De ce fait, ils pourront nous fournir beaucoup moins d'informations. Les squelettes découverts dans l'Aurunga viendront s'ajouter à l'importante collection d'ossements déjà retrouvés sur l'île.
L'examen minutieux de ces vestiges humains peut éclairer les chercheurs sur le mode de vie des anciens Pasquois. Les observations faites sur les squelettes de l'île de Pâques nous montrent que la population y était très saine. Ils avaient des os très solides. Les hommes, comme les femmes, avaient des squelettes robustes et vigoureux. Sans doute parce qu'ils devaient travailler dur pour survivre. Ils avaient aussi une bonne nutrition grâce aux plantes qu'ils cultivaient et aux poissons qui abondent autour de l'île. Les indicateurs habituels de stress que l'on peut trouver sur la plupart des squelettes sont en général absents des échantillons de l'île de Pâques. Et la caractéristique la plus importante est que l'étendue de l'océan les a protégés de l'introduction de maladies infectieuses venues d'autres populations. C'est un point fondamental car du fait de sa situation géographique à l'écart du reste du monde, l'île de Pâques constituait un univers biologiquement et génétiquement clos. On voit d'ailleurs apparaître dans de nombreux ossements de petites anomalies, conséquences directes de 1500 ans d'isolement dont les scientifiques comme Andrea Drusini, anthropologue italien de l'université de Padoue, parviennent à tirer d'étonnantes informations. Sur ce fémur humain, on remarque une mutation, une marque sur le troisième trochanter. C'est la répétition de mutations de ce type dans les ossements qui nous permet d'évaluer le degré de consanguinité de la population et des tribus qui vivaient sur cette île. Plus ces mutations sont fréquentes, plus le groupe était endogame, c'est-à-dire que les membres de la tribu ne se mariaient qu'entre eux. De ces informations, nous pouvons déduire la répartition géographique des tribus des premiers habitants de l'île de Pâques. En croisant ces observations avec celles des premiers ethnologues du XVIIIe siècle, on obtient une carte surprenante de la distribution des populations tribales de l'île. 11 tribus distinctes se partageaient ce minuscule royaume. Chacune disposait de ses propres terres cultivables et d'un accès à la mer. On estime qu'à son apogée, la population de cette île de seulement 165 km² a pu compter de 10 à 20 000 individus. Seule une organisation sociale et religieuse complexe a pu assurer la gestion des ressources limitées de ce territoire. En se basant sur un modèle polynésien, on peut penser qu'elle reposait sur un système de tabous. Le roi proclamait pour toute l'île des quotas stricts de consommation pour les produits rares et une hiérarchie sociale rigide en garantissait l'application à l'intérieur de chaque tribu. Un édifice religieux principal, là-haut de la famille du chef, dominait chacun des 11 territoires. Plus la tribu était puissante, plus les Moaïs étaient nombreux sur là-haut. 900 de ces mégalithes ont été retrouvés sur l'île de Pâques et chacun présente des caractéristiques uniques. Les Moaïs conféraient sans doute une dimension sacrée au pouvoir des chefs et des prêtres. Mais quelle était leur véritable fonction, leur place dans la spiritualité Rapanui? Pourquoi sont-ils si différents les uns des autres? D'autres statues, moins connues mais tout aussi remarquables, peuvent nous aider à répondre à cette question. Elles sont en bois et les Rapanui les appellent Moai Cava Cava. Giuseppe a rendu visite au professeur chilien José Miguel Ramirez, archéologue et expert en culture Rapanui. Selon lui, les statues de ce type, comme les Moai, sont des représentations des esprits des ancêtres. Les Rapanui considéraient que ces idoles de bois ou de pierre étaient l'incarnation physique de l'esprit de personnes ayant existé. On les suspendait dans les maisons et on les décrochait pour prendre part à des festivités ou à des cérémonies. Elles jouaient un rôle crucial dans cette culture animiste. On a retrouvé plus d'1 millier de ces statues, et chacune d'elles est unique. Chacune est l'incarnation de l'esprit d'un des anciens habitants de l'île. Grâce à ces inestimables collections, le peuple Rapanui ressurgit du passé. La force vitale des ancêtres, le mana, qui résidait dans les yeux des Moaïs de pierre, animait aussi les Cava Cava, terme qui désigne les côtes en Rapanui.
En signe de respect pour l'essence divine, qui selon eux habitait l'arbre sacré Toromiro, beaucoup épousent les contours tortueux des branches dans lesquelles ils ont été sculptés. Ces objets nous parlent de l'univers des Rapa Nui. Ces longs bâtons ornés de têtes de femmes aux yeux d'os et d'obsidienne étaient la marque des notables. D'autres, plus courts, désignaient les chefs de guerre. Ces pendentifs étaient l'apanage des aristocrates qui les portaient au cours des fêtes. Ces statues à deux têtes évoquent les dieux innombrables des Rapa Nui, leurs avatars et leurs métamorphoses. Ces ornements pectoraux décorés à chaque extrémité de deux visages barbus, symboles de sagesse et d'autorité, étaient portés par Lariki Mao, le roi de l'île. Dans ces étranges effigies, on peut lire l'intensité spirituelle d'un peuple dont la survie était intimement liée à la conscience de sa place dans la nature. Elles nous révèlent aussi à quel point leur mode de pensée était imprégné de l'immensité de l'océan qui les entourait, de ses merveilles comme de ses terreurs. Après 5 semaines de fouilles, chaque pierre de l'Aurunga a été examinée et répertoriée. Les ruines du temple se présentent comme un amalgame hétéroclite extrêmement perturbé par les réutilisations successives des pierres et les siècles d'abandon. Les archéologues ont compilé ces informations et tracé une carte détaillée de Laou, grâce à laquelle ils peuvent maintenant reconstituer son histoire. L'Aurunga a été 3 fois reconstruit entre le 7e et le 17e siècle, époque à laquelle il fut définitivement abandonné. Les pierres de chaque temple étaient réutilisées pour les fondations du suivant, et à chaque étape, Laou grandissait. Une cavité découverte dans le secteur correspondant à la période qui a suivi les bouleversements attire l'attention de Giuseppe. Sur l'un des murs, on distingue un pétroglyphe, un bas-relief taillé dans la roche. Un visage, figé dans le temps, à demi recouvert de mousse. Un second est directement taillé dans le plafond. Mais l'espace est trop exigu pour voir clairement ce qu'il représente. Un calque et un crayon gras devraient permettre d'en obtenir une reproduction fidèle. Jorge, ¿llegas a trabajar abajo? Sí, pero no muy cómodo. Pour un spécialiste des divinités polynésiennes, la signification de ces motifs géométriques est évidente. Los ojos, los varios círculos. Ces yeux, ces cercles concentriques, il s'agit sans aucun doute de Makemake. C'est un motif que l'on rencontre dans de nombreuses tombes, une représentation du dieu de la guerre. Il s'agit peut-être de la tombe d'un guerrier qui daterait de la dernière période, postérieure à la destruction des Moai et des grandes pierres de Laou. Makemake, créateur et dieu de la guerre à visage humain pour les Polynésiens. La divinité la plus fréquemment représentée dans les bas-reliefs de cette époque. Doit-on considérer qu'il s'agit d'un signe révélateur des préoccupations des Rapa Nui dans la période qui a suivi le grand cataclysme? Peut-être. Mais cette volonté d'utiliser des symboles gravés pour transmettre leur vision du monde est un des traits les plus étonnants de la civilisation Rapa Nui. Ils ont littéralement recouvert l'île de représentation des nombreuses divinités au travers desquelles ils appréhendaient leur univers. Il existe sur l'île un lieu où cette forme d'expression prend une dimension particulière. C'est la grotte d'Anaokeke, sur la péninsule de Poike. Tout le pourtour de l'île de Pâques est criblé de grottes
qui se sont formées alors que les volcans étaient encore actifs. Sur les façades abruptes de ces falaises, on trouve quantité de boyaux et de tunnels creusés par les torrents de laves en fusion. À certaines périodes, ces grottes furent utilisées comme habitation provisoire. Mais la grotte d'Anaokeke est particulière. Elle en trouve une porte sur une dimension fascinante de l'univers des Rapa Nui. Dans les nombreux pétroglyphes qui ornent ces murs, certains spécialistes ont cru déceler une forme d'écriture rudimentaire. On y trouve des figures anatomiques ambiguës, des créatures fantastiques. Quel pouvait bien être le sens de ces graffitis préhistoriques, de ces hiéroglyphes polynésiens? Voir dans ces symboles les traces d'une écriture constituée peut paraître insensé. Pourtant, on retrouve ces mêmes signes délicatement gravés en ligne continue sur toute la longueur des célèbres bois sculptés connus sous le nom de Rongorongo. Ces tablettes constituent l'un des mystères les plus intrigants de l'île de Pâques. Elles datent d'une époque postérieure au grand bouleversement et les études menées à leur sujet depuis 130 ans par les spécialistes occidentaux ont produit bien plus d'hypothèses rocambolesques que de réponses satisfaisantes. Que représentent ces étranges caractères? Des sons, des mots, des idées? Avec leurs 603 symboles différents, les tablettes Rongorongo sont un véritable cauchemar pour les cryptographes. Si l'on parvenait à les déchiffrer, peut-être nous éclaireraient-elles sur l'histoire du peuple Rapa Nui. En 1869, l'une d'elles fut offerte à l'évêque Tepano Josen. Il en comprit immédiatement l'importance et demanda aux missionnaires catholiques de récupérer toutes celles qu'ils rencontreraient. Mais les Rapa Nui avaient perdu le sens de ces tablettes et les utilisaient comme combustible. Il n'existe plus aujourd'hui que 25 bois gravés de ce type. Le bâton de Santiago est unique. Il est décoré de 2320 signes. Dans les années 50, l'ethnologue allemand Thomas Bartel transcrivit toutes ces inscriptions. Il identifia ainsi 120 symboles de base combinés à un système de préfixes et de suffixes. Des sources datant du XIXe siècle suggèrent que ces tablettes se lisaient en commençant par le coin inférieur gauche et en progressant de gauche à droite. À la fin de chaque ligne, la planche était retournée et la lecture se poursuivait dans l'autre sens. De cette façon, le scribe ne se perdait jamais et ne sautait jamais de ligne. Mais quel était le sens de ces symboles? Des générations de linguistes ont essayé en vain de les déchiffrer. Jusqu'à ce que récemment, le docteur Stephen Fisher, directeur de l'Institut des langues et des littératures polynésiennes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, stupéfie le monde linguistique en proposant une nouvelle interprétation, considérée par certains comme une découverte capitale. Durant des milliers d'années, les Polynésiens n'utilisèrent aucune forme d'écriture. Elle ne leur était d'aucune utilité. Et dans toute l'Océanie, la première trace d'écriture que l'on rencontre nous vient de l'île de Pâques. Je pense que cela s'explique par le fait que les Espagnols sont arrivés en 1770 et ont fait signer un acte d'annexion au peuple Rapa Nui. Les Rapa Nui n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était l'écriture, mais ils étaient assez astucieux pour comprendre que des symboles graphiques pouvaient être associés à la parole humaine en les inscrivant sur une surface plane selon des lignes allant de gauche à droite. Une fois les Espagnols partis, ils reprirent cette idée et en utilisant les symboles de leurs pétroglyphes, ils ont commencé à écrire comme le faisaient les Espagnols, ce qui a donné ces extraordinaires tablettes Rongorongo. En 1886, le navire USS Mohican s'était rendu à l'île de Pâques pour y mener une série d'études pour le compte de la Smithsonian Institution.
Les chercheurs avaient alors montré à un indigène une photographie d'une des tablettes de l'évêque Josen. Scrutant l'image, il s'était mis à chanter une sorte d'incantation rituelle qui semblait énumérer des divinités par groupe de 3. Le texte de cet hymne avait été immédiatement transcrit en dialecte Rapanui. J'ai toujours gardé cet épisode en mémoire et des années plus tard, j'ai eu l'occasion d'étudier le bâton de Santiago. Et sur celui-ci, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. J'ai constaté qu'il était entièrement constitué de groupes de 3 hiéroglyphes. Un hiéroglyphe que j'appellerais A, doté d'un phallus, suivi par un second B sans phallus, suivi par un troisième C sans phallus. Le groupe d'après, dans la succession des quelques 2000 hiéroglyphes de ce bâton, suivait toujours la séquence A phallus, B, C, A phallus, B, C. Cela me donnait une structure de triade, en d'autres termes, une structure à 3 hiéroglyphes. Soudain, je me rendis compte que le même phénomène se retrouvait dans l'hymne de procréation chanté par le Rapanui en 1886. J'ai fait le rapprochement entre les deux et cela m'a donné la clé pour déchiffrer le rongo-rongo. Par exemple, le signe de l'oiseau apparaît doté d'un phallus, suivi du signe du poisson, puis du signe du soleil. Ce que l'on peut lire comme « l'oiseau s'accouple avec le poisson et donne naissance au soleil ». Et en vieux Rapanui, ça donnerait On trouve beaucoup d'exemples de ce type. La plante s'accouple avec une autre plante et donne une fleur. Un poisson s'accouple avec un autre poisson et ça donne une sorte d'oiseau de mer. Et ainsi de suite. Et tout ça nous donne ce que nous appelons des procréations. Ces procréations expliquent l'univers du peuple Rapanui. Chantés pendant les cérémonies religieuses, les textes du rongo-rongo expliquaient le cosmos à la communauté rassemblée et rappelaient aux Rapanui quelle était leur place dans l'ordre naturel des choses. Pendant plus de 1000 ans, les Rapanui avaient ainsi prospéré en parfaite harmonie avec la nature. Le roi édictait les tabous, les prêtres et le culte des ancêtres asseyaient son pouvoir. L'ensemble de la structure sociale contribuait à maintenir un équilibre délicat avec la fragilité des ressources de l'île. Leur civilisation s'épanouissait. Et puis soudain, quelque chose s'était produit. Vers la fin du XVIIIe siècle, les explorateurs européens furent choqués par ce qu'ils découvraient. Le livre de bord du capitaine Cook fait mention de scènes de désolation. Des centaines de moaïs avaient été renversés de leur raout et gisaient fracassés sur le sol. Que s'était-il passé? Un tremblement de terre? Un raz-de-marée? Les scientifiques n'ont trouvé aucune trace d'un phénomène de ce type. Il ne restait plus qu'une hypothèse. Les Rapanui avaient eux-mêmes saccagé leur temple. Mais pourquoi? Quelle folie avait pu s'emparer des habitants de l'île au point de les pousser à détruire eux-mêmes ce qu'ils avaient mis un millénaire à construire? La réponse se trouvait peut-être ici. Le volcan Ranoraraku, le berceau des Moaïs. C'est sans aucun doute l'endroit le plus grandiose, le plus impressionnant de l'île. Les Rapanui avaient fait de Ranoraraku une immense carrière. Tous les Moaïs ont commencé leur vie ici, taillés à même le roc. Mais cette incroyable carrière semble avoir été brutalement abandonnée. Elle nous apparaît aujourd'hui comme suspendue dans le temps, comme si les ouvriers avaient subitement laissé tomber leurs outils et quitté le chantier. Lorsqu'on atteint les hauteurs du volcan, on découvre les formes de centaines de statues qui apparaissent en creux dans la paroi. On peut y lire les différentes étapes de la fabrication des Moaïs. Depuis leur contour gravé dans la roche,
jusqu'au dégagement des volumes. Plus de 300 Moai inachevés attendent encore d'être libérés de leur gang de pierre. Pour certains, il semble que quelques coups de burin suffiraient à les faire glisser le long des pentes du volcan. Les études réalisées sur l'île révèlent que le culte des Moai a duré pendant près de 1000 ans entre le 7e et le 17e siècle. Celui-ci est l'un des plus anciens de l'île. Par la suite, le style des Moai changera, marquant ainsi plusieurs périodes. Mais une constante demeure, un véritable élan vers le gigantisme. Comme l'a montré Tore Heyerdahl en 1975, la quasi-totalité des Moai présents dans la carrière appartiennent à la dernière période. Ils cachent leur véritable dimension dans l'épaisseur des sols, sans doute ensevelis lors de glissements de terrain dus aux pluies. Le plus colossal de tous, El Gigante, mesure près de 22 mètres et pèse environ 160 tonnes. Au moment de l'abandon de la carrière qui coïncide avec les grands bouleversements, les Rapa Nui s'étaient donc lancés dans la production d'une quantité hallucinante de Moai de dimensions gigantesques. Et pourquoi cette course frénétique? Qu'espéraient-ils si fort de leurs ancêtres? Les scientifiques s'interrogent et multiplient les observations. Des siècles d'occupation de cet espace limité ont forcément dû laisser des traces susceptibles d'apporter des réponses. Depuis 10 ans, les archéologues Christopher Stevenson et Sonia Aoa conduisent ensemble des recherches sur les techniques agricoles des anciens habitants de l'île. En dépit de ses 250 jours de pluie par an, l'île de Pâques n'offre pas un terrain favorable à l'agriculture. Le vent qui souffle en permanence accélère l'évaporation et le sol volcanique poreux laisse directement filtrer l'eau. Ce que ces deux scientifiques cherchent ici, ce sont des traces de présence humaine, comme cet umu, un four traditionnel polynésien constitué de 5 pierres dressées. La position exacte de cette cuisine primitive est identifiée par GPS et soigneusement notée. Son âge approximatif sera déterminé par la suite en laboratoire en datant ces éclats d'obsidienne retrouvés sur place. En rapprochant dates et emplacements, le Dr Stevenson cherche à établir la façon dont l'occupation des sols a évolué. Il s'intéresse plus particulièrement à la période qui a précédé le cataclysme. La carte qui résulte de leurs travaux dévoile un accroissement significatif des terrains utilisés pour l'agriculture au cours des 15e, 16e et 17e siècles. Je pense que le système agricole de l'île de Pâques fut maintenu pendant une longue période et avec succès. Mais graduellement, au fil des décennies, le rendement a légèrement baissé, un peu plus chaque année, et les chefs ont essayé de l'intensifier en y consacrant plus de terrain et en augmentant l'apport, c'est-à-dire la part de travail que les habitants devaient fournir pour maintenir un niveau élevé de production. Mais un jour, une limite a été franchie et le peuple a dit « Nous ne voulons plus vous entretenir ». Et c'est à ce moment-là que les changements se sont produits. Ainsi, peu de temps avant les dramatiques événements du XVIIe siècle, le rendement agricole avait décliné. Nourrir leur famille, mais aussi la classe dirigeante et les prêtres, exigeait désormais trop d'efforts de la part des agriculteurs. Mais le seul mécontentement des paysans aurait-il suffi à déclencher un bouleversement de cette importance? Et surtout, comment la production agricole avait-elle pu baisser alors que de plus en plus de terrains étaient exploités?
L'équilibre naturel de l'île avait-il subi un bouleversement? Des techniques récentes permettent à ce sujet de faire parler des indices auparavant négligés. Les archéologues examinent ainsi l'intérieur de cuisines préhistoriques révélées par les fouilles pour y récupérer d'infimes résidus de matière calcinée. Ces prélèvements sont ensuite expédiés au laboratoire d'ethnologie préhistorique de Paris, où deux archéologues spécialistes de la Polynésie, Catherine et Michel Orliac, ont obtenu des résultats étonnants concernant l'évolution du milieu naturel de l'île en faisant appel aux techniques de l'anthracologie. -40. Ils utilisent des outils sophistiqués comme le microscope à balayage électronique pour interroger la structure interne des échantillons et parvenir ainsi à identifier des résidus carbonisés jusqu'à en devenir méconnaissables. En effet, chaque espèce végétale possède à cette échelle une signature aussi distinctive qu'une empreinte digitale. Donc là, je suis sûre, mes ponctuations sont bien ornées. Donc j'ai bien affaire à un petit Sophorato Romero. On peut donc ensuite en déterminer l'essence en comparant sa signature avec celles qui sont déjà répertoriées. Au cours des 5 dernières années, à partir de l'analyse de 33 000 échantillons carbonisés, les Orliac ont identifié 13 espèces d'arbres qui s'épanouissaient jadis sur l'île de Pâques et qui ont aujourd'hui totalement disparu. Recouverte d'une végétation luxuriante, dominée par de grands palmiers, l'île de Pâques devait alors ressembler à cette vallée du centre du Chili. Source inestimable de matériel de construction et d'outils, cette forêt procurait de l'ombre, retenait l'humidité et faisait obstacle au vent, offrant ainsi une protection naturelle aux champs cultivés. Les datations réalisées sur les échantillons de charbon montrent que les Rapa Nui ont utilisé du bois pour cuire leurs aliments jusque vers 1640. À partir de cette date, décidément fatidique, on n'en trouve plus aucune trace. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait sans doute plus d'arbres à brûler. Mais comment une déforestation si soudaine a-t-elle pu se produire? L'explication la plus communément admise est celle de la destruction des arbres et des arbustes par l'homme. Mais ça devient, dans ce court laps de temps, en quelques décennies, ça devient très difficile à admettre, sauf si l'on croit que les gens ont été pris d'une folie destructrice. Bon, mais ça, c'est difficile à admettre. Nous pensons plutôt que le climat est responsable de ce genre d'accident, car là, la brièveté du phénomène implique un accident, à notre avis. Et dans le climat, ce qui peut produire la disparition, ce qui peut provoquer la disparition des arbres et des arbustes, c'est la sécheresse. Et c'est pour ça que nous pensons qu'une sécheresse qui a duré sans doute plusieurs années a fait disparaître les arbres et les arbustes de l'île de Pâques. Victimes d'une sécheresse prolongée, les Rapa Nui, impuissants, avaient vu leur forêt s'amenuiser, puis disparaître, rendant leurs terres de moins en moins productives. Les terrains s'asséchaient et les récoltes diminuaient malgré les efforts des agriculteurs. Alors que la situation devenait critique, les Rapa Nui durent songer à la fuite. Mais il n'y avait plus de bois pour construire des bateaux. Leur île était devenue une prison. Les chefs et les prêtres exigeaient plus de moaï, toujours plus grands, pour tenter d'apaiser les dieux. Ce qu'ils demandaient à leurs anciens dans ces appels désespérés, c'était l'eau. Mais les dieux restaient sourds. Abandonnés des ancêtres qu'ils vénéraient depuis toujours, les Rapa Nui se mirent à douter de leurs croyances et de leurs chefs. Le contrat social rompu, le fragile équilibre qui avait fonctionné durant 13 siècles, vola en éclats. La violence s'empara de l'île. Les rivalités entre tribus dégénérèrent. Les Aous furent saccagés, les Moaï renversés et brisés. Seul comptait désormais la lutte pour la survie. Prisonniers de leur île, ces hommes contemplèrent leur propre anéantissement.
Après cette sanglante révolution, les Rapanouis survivants entamèrent une période de reconstruction. Déterminés à rétablir une société structurée indispensable à leur survie, ils fondèrent une nouvelle religion radicalement différente de celle qui existait auparavant. Des gravures dans la roche témoignent de ce changement. Un nouveau dieu fit son apparition dans le panthéon Rapanoui. Une créature étonnante, dotée d'un corps d'homme et d'une tête d'oiseau. Tangata Manu, l'homme-oiseau. En quelques décennies, le culte de l'homme-oiseau, un phénomène unique dans toute la Polynésie, atteint des proportions obsessionnelles. L'image de l'oiseau apparaissait partout, sur des centaines de roches gravées jusque sur le crâne de leurs morts. Les Rapanouis semblaient fascinés par les oiseaux migrateurs qui visitaient l'île au printemps. Mais n'étaient-ils pas les seuls êtres vivants capables de franchir l'immensité liquide, de rejoindre l'île, puis de la quitter? L'oiseau était devenu une puissante métaphore de l'exil désormais impossible. Un site cérémonial unique fut dédié à ce nouveau culte. Ranokau, un volcan situé au sud-ouest de l'île. C'est là que les tribus s'assemblèrent pour mettre en place un nouvel ordre social qui garantirait la survie des générations futures. Près du cratère, un centre cérémonial nommé Orongo fut construit. Ces huttes en pierre abritaient les prêtres et les participants des festivités annuelles de l'homme-oiseau. Chaque année, une étrange compétition permettait de désigner le nouvel homme-oiseau, le roi de l'île. Investi pour un an de pouvoirs extraordinaires, il allait, en édictant les tabous, garantir l'harmonie et la prospérité de l'année à venir. La civilisation Rapanouи réinventait les conditions de son équilibre et semblait sur le point de reprendre son essor. Mais à ce moment précis, le monde extérieur allait venir laminer tout espoir de renaissance. La civilisation Rapanoui fut pratiquement anéantie par l'arrivée des Occidentaux qui décimèrent ce peuple, le privant du seul bien qui lui restait, la mémoire de son glorieux passé. Aujourd'hui, les Rapanouis redécouvrent leur histoire. Grâce au travail des archéologues, ils retrouvent peu à peu la mémoire et avec elle la fierté d'appartenir à un peuple qui, sur cette terre minuscule, a vécu une aventure unique. Mais l'île de Pâques, cette île perdue au milieu de l'océan, garde bien des mystères. Elle stimulera encore longtemps l'imagination et la soif de connaissance des hommes, car elle est, plus que tout autre, de l'étoffe dont sont faits les rêves.